Tôt ou tard, les jeunes deviennent autonomes et s'en vont. Une évolution nécessaire, sans quoi il y aurait des problèmes de place. Les cigognos s'y préparent. Les plantes sont confrontées au même problème. Les jeunes doivent partir quand ils sont mûrs. Le pissenlit les disperse au vent. Le pissenlit possède des graines très légères, munies de longs poils qui forment comme un parachute. Le vent permet aux graines de s'envoler et d'être déposées plus loin. Les graines de l'aigremoine sont prolongées par des petits crochets qui s'accrochent aux poils des animaux. Lorsque ceux-ci se grattent, les graines retombent au sol. Mais il y a d'autres moyens. Un berger australien, par exemple. Les fruits de bardane se fixent dans ses poils et se propagent au rythme du chien. À l'extérieur des crochets, à l'intérieur des semences. Et grâce à la jeune femme, la propagation gagne encore quelques mètres. Le fruit de la violette procède comme par magie. Les semences ont brusquement disparu. Au ralenti, on peut voir leur éjection. Elles sont pressées des deux côtés, puis tout bonnement expulsées. Les fruits du concombre sauvage ressemblent à de petites bombes. Ce n'est pas par hasard que le caméraman place une plaque de verre devant son objectif. Il fait preuve d'une précaution extrême pour dégager la vue sur les fruits de concombre. Mais ça ne suffit pas. Il vise toujours les lunettes. À la moindre secousse, le concombre se détache du pied. La sève se projette à 10 mètres à la ronde en emportant les semences. La célèbre impatience réagit au moindre contact. Au ralenti, voilà ce que ça donne. Le déclencheur est une goutte d'eau. La capsule explose d'un coup et catapulte les semences. À quelques mètres seulement. Et c'est une terre nouvelle pour la prochaine génération. Au jeu de la vie, les plantes s'en sortent étonnamment bien. Et elles sont encore loin d'avoir abattu toutes leurs cartes. Lors de sa transformation, le fruit commence par grossir, puis il mûrit. À l'intérieur, les sucres, les vitamines et les arômes se développent. À l'extérieur, le fruit prend de jolies couleurs. Ce n'est pas seulement pour satisfaire notre gourmandise, c'est aussi pour attirer les animaux qui vont les manger et disséminer les graines pour assurer leur reproduction. Vous avez vu que les fruits, comme la tomate ou la cerise, proviennent des fleurs qui se sont transformées.
vous avez ici, en haut, le fruit du sorbier, de couleur rouge. Lui aussi provient des fleurs de sorbier qui se sont transformées. Ces fruits ont une couleur rouge et sont charnus afin d'attirer les animaux pour qu'ils les mangent. Le but, pour la plante, n'est pas de faire plaisir aux animaux, mais tout simplement d'assurer la dispersion de ces graines qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que tous les fruits que nous mangeons sont comestibles et possèdent des graines à l'intérieur. Le but est d'assurer la dispersion de ces graines, à la base, par la plante. Elle ne fait pas ça pour nous nourrir. Ici, vous voyez justement les oiseaux qui mangent ces fruits. À l'intérieur, la graine va être capable de résister à la digestion. La partie charnue sera digérée et nourrira l'oiseau, mais la graine, elle va résister à la digestion. Et plusieurs heures après, au moment où l'oiseau va faire ses besoins, dans les excréments, il y aura la graine qui aura ainsi parcouru plusieurs kilomètres grâce à l'oiseau. Alors, tous les fruits ne sont pas destinés à être mangés par les animaux, d'autres fruits vont se servir du pelage des animaux pour être transportés. C'est le cas des fruits de la bardane, en bas, que vous voyez ici. Du coup, ces fruits-là ne sont pas comestibles, mais ils sont pourvus de petits crochets, que vous voyez peut-être à l'image, et ces petits crochets vont s'accrocher dans le pelage des mammifères, dans les vêtements même des êtres humains plus récemment, et ces mammifères vont transporter ainsi les fruits sur plusieurs centaines de mètres, plusieurs kilomètres. Au bout d'un moment, le fruit va se détacher, soit quand le mammifère se frotte, ou quand il se touchera un arbre, et le fruit tombera, ce qui permet ainsi aux graines d'avoir parcouru plusieurs kilomètres et donc d'aller regermer plus loin. D'autres stratégies utilisées par d'autres arbres pour la dispersion de leurs graines existent. Vous avez ici le fruit de l'érable. Vous le connaissez sous le nom d'hélicoptère. En fait, son vrai nom, c'est le samar. Et vous reconnaissez ici justement la graine à la base. Et ensuite, cette graine est entourée d'une grande aile. Cette grande aile va permettre de ralentir la chute du fruit. S'il y a un coup de vent, ça permettra ainsi de porter le fruit sur plusieurs centaines, dizaines de mètres, ce qui permettra ainsi à la graine d'éviter de germer au pied de l'arbre qui l'a vu naître. C'est la même stratégie qu'utilise la fleur de pissenlit. Cette fleur qui va se transformer en fruit, en fait, il y a une petite cinquantaine de fruits qui vont apparaître, chacun d'eux porte un petit parachute, un duveté, et ainsi, il va pouvoir s'envoler avec le vent. Ce qui donne, alors là vous avez ici un zoom justement sur le fruit du pissenlit. On voit à la base la graine, qui est le bébé de la plante, et son petit parachute qui est accroché ici, qui permettra de s'envoler au vent et ainsi de disperser les graines, comme on peut le voir ici sur cette image. Dernière stratégie également utilisée par d'autres plantes, celle de laisser flotter leurs fruits. Donc ici une noix de coco, qui a été emporté par les vagues et les courants dans la mer et dans l'océan, et qui, au fil des dérives, a des chances d'approcher des plages, et elle va germer ensuite cette graine sur la plage pour former un nouveau palmier, et ainsi les graines auront permis la dispersion et la colonisation de nouveaux territoires par les plantes. On a vu que la fécondation dans la fleur permet la production de graines, et ce sont ces graines qui vont alors donner un nouvel individu. L'objectif de ces végétaux est donc de disperser les graines le plus loin possible du végétal qui les a produits, afin de pouvoir coloniser de nouveaux milieux et de permettre un meilleur développement. En effet, si toutes les graines se développaient au pied d'un arbre, les jeunes pousses ne pourraient pas avoir assez de lumière pour se développer, et leur croissance ne serait pas optimale. Pour pouvoir disperser ces graines, nous allons voir que les végétaux ont développé de nombreuses stratégies très variées. Premier type de stratégie, ce qu'on appelle la barochorie. C'est la dispersion des graines par l'apesanteur, c'est-à-dire par la gravité. C'est le cas notamment chez le chêne. Le gland, qui est le fruit du chêne, va pouvoir tomber grâce à sa masse. Par la suite, ce gland pourra être récupéré par des animaux et être disséminé d'une autre façon. Nous le verrons un petit peu plus tard. Le mot dissémination
signifie dispersion des graines. Deuxième mode de dissémination, l'autochorie. C'est la dissémination balistique. Dans ce cas, la dispersion des graines se fait par un mécanisme propre à l'espèce. C'est le cas notamment de la balsamine. Ce fruit se caractérise par une structure très sèche qui va permettre de pouvoir éjecter la graine un petit peu plus loin. En effet, les graines sont mises sous pression et au moindre frottement, le fruit peut éclater et les graines sont alors éjectées à plusieurs dizaines de centimètres de la plante. Ce mode d'expulsion des graines par la plante elle-même peut donc s'avérer être très efficace. Troisième mode de dispersion, par hydrochorie. Dans ce cas, la dispersion des graines se fait par l'eau. Ce mode de dispersion concerne en premier lieu les plantes aquatiques, mais également des plantes terrestres, comme par exemple le cocotier. La noix de coco possède la caractéristique de pouvoir flotter. Elle est donc transportée par l'eau d'île en île et permet au cocotier de pouvoir coloniser de nouveaux milieux. Autre mode de dispersion, par le vent, ce qu'on appelle l'anémochorie. C'est le cas notamment du pissenlit. Le fruit possède des filaments, une sorte de parachute qui va permettre à la graine du pissenlit de pouvoir parcourir une longue distance. Dans ce cas, c'est le vent qui va porter cette graine un petit peu plus loin. Chez d'autres espèces, le fruit possède des sortes d'ailes, c'est le cas notamment de l'érable. Chez les plantes, ce mode de dissémination est celui le plus couramment rencontré. On estime qu'il est présent chez 90% des espèces végétales. Dernier mode de dispersion, par les animaux, ce qu'on appelle la zoochorie. Ce processus présente l'avantage de faire franchir de grandes distances aux graines. C'est le cas notamment de la luzerne, qui a un fruit équipé de crochets. Ces petits crochets vont pouvoir se fixer sur le pelage des animaux. Les animaux ne sont pas blessés, mais ils vont transporter ces graines de luzerne un petit peu plus loin. Et lorsqu'ils vont se lécher ou se gratter, la graine va pouvoir retomber au sol. Autre technique utilisée par les végétaux, comme par exemple le noisetier, avoir un fruit comestible. La noisette est un fruit comestible. Elle peut donc être mangée par des animaux, comme par exemple un écureuil. Le problème pour l'écureuil, c'est que la plupart du temps, il oublie où est-ce qu'il a caché ses graines. Et c'est un avantage pour le noisetier, parce que toutes ces petites noisettes qui n'ont pas été mangées par l'écureuil ont été dispersées un petit peu plus loin et vont pouvoir donner un nouveau noisetier. Que ce soit par la gravité, par lui-même, par l'eau, par le vent ou les animaux, toutes ces techniques ont le même résultat, celui de permettre au végétal de pouvoir coloniser de nouveaux milieux et donc d'éviter que tous les végétaux ne poussent au même endroit.